Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Le Fil de l'Épée, un podcast consacré à l'histoire de la guerre et des conflits armés, une coproduction entre Le Collimateur et Paroles d'Histoire, podcast associé au Rubicon, réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Dublin, comme toujours en compagnie d'André Loez. Bonjour André. Bonjour Alexandre, bonjour à tous et tous. Et aujourd'hui, un fil de l'épée un peu plus actuel que d'habitude, parce qu'on va parler de blocus. Si ce qui se passe à la sortie du détroit d'Ormuz peut vraiment être appelé blocus, on va essayer d'y réfléchir à partir de précédents historiques, en compagnie de notre invité. Bonjour Thomas Vesset. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université du Havre, historien de la guerre navale au XXe siècle, et comme nous, vous êtes assez perplexe sur ce à quoi on assiste, mais plus que nous, vous avez des ressources pour y réfléchir parce que vous avez écrit un article sur un blocus de la flotte française en Méditerranée en 1914-1915. On mettra la référence en ligne. Et puis, vous avez une réflexion sur l'histoire navale à partir de laquelle on va essayer, peut-être en toute première approche, de définir ce qu'est un blocus. Un blocus, donc c'est un acte de guerre. C'est une opération militaire qui consiste à bloquer, à essayer d'empêcher les flux, que ce soit des flux humains ou des flux matériels, vers et en provenance d'une région délimitée. En l'occurrence, pour un blocus maritime, c'est un port. Et donc c'est un acte de guerre au sens du droit international. Il y a eu une longue tradition, on a beaucoup réfléchi sur la question du blocus, et il y a grosso modo deux grands textes qui vont fonder le droit du blocus. Il y a tout d'abord la déclaration de Paris de 1856, qui se tient dans le contexte de la fin de la guerre de Crimée, et ensuite, dans le contexte des conférences du tournant du 19e, 20e siècle, la déclaration de Londres de 1909, qui vise à essayer de trouver un cadre juridique, et dans ce cadre juridique, on indique quelques éléments, il y a quelques éléments qui ressortent. Tout d'abord, c'est que pour qu'on parle de blocus, ou qu'un blocus soit légal, il faut qu'il soit effectif, il faut qu'il soit tenu. Alors on va revenir à cette question-là parce que c'est quelque chose qui va traverser les siècles. Il faut ensuite que ce blocus soit notifié. Il y a une date de début, il y a une zone géographique qui est concernée par le blocus, et on laisse en général un délai au neutre pour quitter la zone. Donc c'est ça, grosso modo. Peut-être en contrepoint, pour bien comprendre pourquoi c'est un acte de guerre, c'est parce qu'il y a un autre principe qui a tendu à s'affirmer, et en particulier au XXe siècle, c'est celui de la liberté des mers. On sait que c'est un des principes wilsoniens, en particulier après la Première Guerre mondiale, et qui est lui aussi codifié en droit international. La circulation maritime doit être libre, donc la bloquer, de cette manière-là, c'est un acte de guerre. Voilà, c'est pour ça qu'il y a vraiment énormément de réflexions sur... il y a vraiment une tension entre les deux. Et de toute façon, pour les blocus, grosso modo, on distingue deux types de blocus. Un blocus militaire, un blocus commercial. Et le blocus commercial, en fait, qu'est-ce qu'on bloque ? En fait, c'est les neutres. Et donc, de fait, on empêche aux neutres d'exercer leur liberté de naviguer en mer, leur liberté de commerce. Et donc, c'est pour ça qu'il y a cette tension-là et tout le débat et tous les efforts de réflexion autour de la définition de ce qu'est un blocus et de ce qu'est un blocus légal. Ça pose aussi une question très technique, c'est comment ça marche, qui est une question qu'on voit évidemment très largement en ce moment, avec... un truc que je dis souvent à ce micro, mais que la mer c'est grand, et les navires c'est petit, et que du coup c'est par définition toujours difficile de contrôler exactement un espace maritime, et c'est encore plus le cas, disons, dans les époques les plus anciennes, puisque, à l'époque de la marine à voile, et à l'époque d'une manière générale, où les navires, les capacités avaient des capacités nettement moins élevées, c'est quand même très difficile de couvrir du terrain et d'empêcher absolument quelqu'un de passer. Donc, disons, à partir de quel moment est-ce que le blocus devient quelque chose qui est techniquement faisable, qui est techniquement, disons, applicable, qu'on peut réellement faire appliquer à votre sens ? Le blocus, tel qu'on le connaît plus ou moins aujourd'hui, ça se cristallise pendant l'époque moderne. Au XVIIe siècle, on va bloquer des portions très restreintes de littoral pendant une période très limitée. Et la bascule, c'est plutôt le XVIIIe siècle, où on va... essayer avec plus ou moins de succès, parce que c'est un autre élément, mais de bloquer des portions plus importantes de littoral, et surtout, en fait, pendant une période longue, voire même pendant l'hiver, ce qui est très compliqué au temps de la marine à voile. Et donc, c'est plutôt la période moderne qui va commencer à cristalliser véritablement ce qui relève de ce que nous, on qualifie de blocus. Oui, avec des premières réflexions, quand on lit un petit peu sur la question, qu'on voit apparaître fin XVIe siècle, et en particulier le grand juriste néerlandais Grotius, qui serait le premier à avoir utilisé ce terme dérivé de l'allemand, qui désigne un fort, en fait. Blocus, ça vient de blocos, c'est la même idée, sauf que on applique à la mer l'idée qu'on va bloquer. En fait, pendant très longtemps, le blocus n'est pas distingué du siège terrestre, et encore dans l'article blocus de l'encyclopédie, on voit qu'un blocus est un siège, et que les deux sont presque interchangeables, et l'idée d'un blocus naval, c'est finalement assez tard que ça se cristallise pleinement. Ça se
se cristallise effectivement au moment où le droit de la mer va véritablement se définir, c'est-à-dire cette période effectivement avec Grotius et tout le débat autour de mer ouverte, mer fermée, liberté de navigation ou au contraire capacité de contrôler la mer. Et donc c'est à ce moment-là effectivement qu'on va commencer véritablement à s'intéresser au blocus, avec grosso modo deux grandes conceptions si on veut aller vite. D'un côté une conception britannique du blocus, qui est un blocus en général, on va dire un blocus fictif, un blocus de papier, un blocus de cabinet, et du côté des États continentaux, l'insistance sur le fait que pour qu'il y ait blocus, il faut que ce blocus soit effectif, et donc il y a des forces qui bloquent physiquement, en quelque sorte, la zone qui est bloquée. Parce que l'autre version, donc la version britannique, c'est, on le dit, ensuite vous le faites pas, mais si jamais on en chope un jour, on considérera qu'il a transgressé notre blocus, etc. Voilà, on considère qu'il suffit d'un truc déclaratoire pour qu'il y ait blocus, et ensuite on chope qui on peut là où on peut, en considérant cette infraction avérée ou pas, quoi. Ouais, c'est qu'en fait, le blocus fictif s'accompagne de deux autres éléments. C'est l'idée que un droit de prévention et un droit de suite, c'est qu'en fait, on va considérer que tout bâtiment qui va ou qui revient de la zone bloquée peut être intercepté, qu'il soit à proximité immédiate ou extrêmement loin. Et les Britanniques contrôlant la mer, ça permet de contrôler le trafic dans des espaces qui sont très éloignés de la zone qui a été déclarée en état de blocus. C'est pour ça que les puissances continentales vont essayer vont tout faire pour essayer d'intervenir, d'arriver à cette définition d'un blocus effectif pour justement contrer la manière britannique, entre guillemets, de bloquer. Donc de l'autre côté, puissance continentale, donc la France, mais aussi les États nordiques, les autres disent, en fait, si vous voulez faire un blocus, en vrai, il faut faire un blocus. Il faut faire un blocus effectif, voilà. Et il y a toute une série de raffinements là. Est-ce qu'il faut 2, 3 bâtiments? Est-ce qu'on se bloque à proximité immédiate du littoral? Est-ce qu'on laisse la portée de l'artillerie? Enfin bref. Mais en tout cas, l'idée, c'est que voilà, pour qu'il y ait blocus, il faut qu'il y ait des forces qui bloquent physiquement. Enfin, qu'on soit oui, mais arrêté, justement, c'est-à-dire, ils n'ont pas forcément besoin de tirer sur le navire, ni même de l'arraisonner réellement, mais il faut qu'il soit là. Voilà. Pour matérialiser le blocus qui de toute façon est toujours un truc déclaratoire. Voilà, il faut qu'il soit devant pour qu'on puisse voir. C'est-à-dire on pense jamais qu'on va vraiment réussir à intercepter les gens. Enfin, on pense jamais qu'on va vraiment réussir à tous les intercepter à l'endroit qu'on est censé bloquer. Par contre, si on place des forces, on peut dire on vous chope un peu plus loin, mais on était là. Juridiquement, on est couvert en quelque sorte, puisqu'effectivement après il y a deux conceptions, un blocus ouvert, blocus fermé. Donc blocus fermé, c'est qu'on va effectivement essayer entre guillemets de sceller le port en quelque sorte. Et le blocus ouvert, c'est qu'on va dire en fait on va mettre des forces en alerte qui vont permettre de prévenir de la sortie de tel ou tel bâtiment qu'on va récupérer un peu plus loin. Ouais, sachant qu'il y a évidemment des zones plus faciles à bloquer que d'autres. Faire un blocus de l'Australie, par exemple, c'est sans doute plus complexe que dans tout petit État avec un seul débouché maritime. Pour toujours bien comprendre ces distinctions, vous avez dit blocus militaire commercial. Si je prends un exemple qu'on développera peut-être un petit peu plus tard, mais prenons la Première Guerre mondiale, les Alliés font un blocus de l'Allemagne. Et il y a deux dimensions. Il y a une dimension militaire. On ne veut pas que la flotte allemande de haute mer sorte de Wilhelmshaven en particulier. Donc on fait en sorte que les navires allemands soient captifs et qu'ils ne puissent pas se lancer dans des grandes opérations sur mer. Mais il y a aussi, donc ça c'est la dimension militaire, mais aussi la dimension commerciale. C'est, mettons, un bateau suédois chargé de fer pour l'industrie allemande. On a déclaré qu'il y a un blocus. On va arrêter le bateau suédois en question. Il est pourtant neutre. On va lui dire, non, on a déclaré le blocus, un neutre ne peut pas transporter des marchandises de guerre vers notre ennemi dans le cadre du conflit. Est-ce que c'est ça la distinction ? C'est grosso modo ça l'idée, effectivement, même sachant qu'effectivement dans les faits, les deux sont souvent confondus, parce qu'en fait oui, c'est les mêmes navires qui bloquent les vaisseaux, les cuirassés allemands, que théoriquement le sachant bateau... que pour le blocus commercial est une dimension diplomatique qui va entrer, puisqu'en fait il y a toute une pression qui est mise sur les neutres pour justement essayer de limiter leurs importations. Il y a toute une série de ministères, par exemple, qui ont créé un blocus, un ministère du blocus en France, qui va se charger effectivement d'allonger les listes de blocus pour contrôler ce qui est potentiellement la contrebande absolue, la contrebande relative, donc ce qui est autorisé ou ce qui n'est pas autorisé. Alors ça c'est super intéressant. La contrebande, c'est ce qu'on a le droit de saisir quand on fait du blocus. Donc effectivement, si on transporte des explosifs, on va dire c'est assez évident que ça rentre dans le cadre du blocus. Mais si on transporte du coton, alors le coton, on peut faire des uniformes avec. Est-ce que c'est la production de guerre ? Oui, mais est-ce que ça peut être pour les civils ? Donc là, il y a transport du blé. Voilà, c'est ce qui va être la grande question effectivement. Et donc là, tout ce qui va faire la légalité ou pas de la cargaison, ça va être la destination finale. Si vous êtes un neutre et que vous vous dirigez vers un port ennemi avec ce qu'on appelle la contrebande conditionnelle, eh bien la marchandise est saisissable. En revanche, si vous
rentrez, ou si vous commercez librement, il n'y a pas de raison qu'on vous bloque et qu'on intervienne dans votre activité. Avec, on peut mentionner, pendant la Première Guerre mondiale, justement, ils poussent ça encore plus loin, parce que c'est encore plus impossible, après la première, à ce stade de mondialisation, c'est encore plus impossible. Donc ils sont obligés de gérer aussi les États neutres, les États intermédiaires, donc il faut faire pression sur les Pays-Bas, il faut faire pression sur la Suisse, etc. Et ils s'autorisent, les Britanniques même, à choper des navires au retour, si simplement c'est hyper intéressant parce qu'ils inversent la charge de la preuve. Ils font des volumes en disant c'est pas normal que vous achetiez tant de ça, on soupçonne fortement que ça part à l'Allemagne, donc on vous chope vos navires au retour. C'est hyper intéressant, disons, comme manière de considérer cette espèce d'autorité sur la mer qu'on s'arroge. Oui, parce qu'en fait, l'originalité de la mer, c'est qu'en fait, vous avez des neutres. C'est-à-dire qu'en fait, sur un champ de bataille au XXe siècle, pendant la Première Guerre mondiale, il n'y a pas de neutres au milieu. Et là, vous avez énormément de neutres qui circulent sur la zone qui est justement de guerre. Et donc, en fait, tout l'objet du blocus, en fait, l'histoire du blocus, à plein d'égards, en fait, ça renvoie à l'histoire de la neutralité. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qui est possible pour un neutre, qu'est-ce qui n'est pas possible pour un neutre. Et les Britanniques vont même plus loin. C'est-à-dire qu'à partir de 1915, on va demander aux neutres, en fait, de payer des certificats, en fait, pour les autoriser en fait à naviguer, à rentrer dans les zones pour justement éviter d'être intercepté, d'être contrôlé. Il y a le droit de visite qui est très compliqué, parce que normalement le droit de visite se fait en mer, mais avec l'apparition du sous-marin, c'est devient extrêmement dangereux de faire ça en mer, et donc en fait on va dérouter les neutres, ce qui est normalement formellement interdit. Et donc voilà, on va trouver tout un système pour justement essayer de contrôler au mieux, essayer de garder la tension entre le droit des neutres de commercer, parce qu'il y a un enjeu, c'est qu'il ne faut pas non plus que les neutres basculent dans le camp de la triple entente, et de l'autre, s'assurer que les neutres ne vont pas en profiter effectivement pour ravitailler allègrement l'Allemagne à des prix défiant toute concurrence, quoi. Ce qui veut dire que du point de vue pratique, faire un blocus pour une puissance navale, c'est faire plusieurs choses. C'est d'abord avoir suffisamment de bâtiments en mer pour être capable de tenir et à minima de dire qu'on tient l'espace maritime et qu'on bloque, mais c'est aussi la pratique des inspections. Et ça, il y a une histoire longue des inspections de navires qui peuvent relever de différents aspects. On peut penser, on en avait parlé avec Olivier Aranda, aux inspections des navires négriers pour faire appliquer les règles et les traités qui commencent à interdire la traite fin 18e et 19e. Et puis l'inspection d'un navire neutre ou l'inspection d'un navire qu'on soupçonne de forcer le blocus. Et alors ça, c'est intéressant parce que ces inspections, c'est à la fois codifié et en même temps c'est toujours un épisode qui peut basculer, c'est-à-dire que ça peut mal tourner. On tombe sur un capitaine ou un équipage un peu hostile, des gens qui ont passé trop de temps en mer, au contraire des gens qui ont un peu la gâchette facile du côté de ceux qui inspectent et qui se demandent si on n'est pas en train de leur préparer un mauvais coup. C'est toujours des épisodes de tension, les blocus, avec des risques de basculement. Ah oui, et on voit, ce qui est très rigolo quand on regarde dans les archives, c'est en fait les tensions même internes aux États. C'est-à-dire que, par exemple, les marins français ont une pratique du blocus, en tout cas du droit de visite, qui irrite profondément le ministère des Affaires étrangères, parce que régulièrement il y a des plaintes, parce que telle vapeur allant vers Rotterdam a été contrôlée un petit peu brutalement par la marine française, qui veut pas s'attarder parce qu'elle commence à avoir peur d'être torpillée. Donc il y a tout un jeu là-dessus, effectivement, il y a tout un enjeu là-dessus autour de la question de la visite, du risque que prenne en fait le bâtiment qui va visiter le navire soupçonné de contrebande. On peut peut-être parler un peu du soubassement en quelque sorte intellectuel et idéologique du blocus. C'est quand même, c'est comme dans à peu près toute chose à cette époque-là, il faut souligner l'importance d'Alfred Mahan, c'est-à-dire de cette conception qui devient complètement hégémonique à la fin du 19e et au début du 20e siècle, du sea power, de la puissance maritime et surtout de l'importance de la guerre au commerce, de l'importance cruciale du commerce. À quoi sert une marine ? Ça sert fondamentalement à protéger le commerce, et à quoi sert une marine ? Ça sert éventuellement à ruiner le commerce de l'autre. Donc est-ce qu'on peut dire quelque chose, disons, du cadre intellectuel dans lequel, pendant la Première Guerre mondiale, mais ça se poursuit jusqu'à aujourd'hui à bien des égards, on pense du côté militaire ce que c'est cet outil du blocus, quoi. Alors effectivement, Mahan, de toute façon, quand on parle marine, on parle forcément Mahan au XXe siècle. Alors Mahan, qu'on a souvent présenté, justement au contraire comme l'adepte de la bataille décisive. Les deux vont ensemble. Voilà, mais qui a justement une vraie réflexion sur le fait que les marines militaires en fait procèdent de la marine de commerce. En fait, s'il n'y a pas de marine de commerce, ça n'a pas d'intérêt d'avoir de marine militaire. Mais c'est pour ça qu'il faut une bataille décisive, c'est pour annihiler la marine ennemie. C'est comme ça qu'on arrive à ravenir la bataille décisive, c'est-à-dire en fait le mieux, si on veut se débarrasser de l'adversaire, le mieux c'est de l'annihiler définitivement, et comme ça après on est tranquille, on n'a plus besoin. Il y a un autre stratège qui est très important en matière de blocus, c'est Corbett. Corbett, donc c'est Sir Julian Corbett, qui est légèrement postérieur. Qui pour le coup est britannique, qui a écrit avant la Première Guerre mondiale et qui va aussi être actif pendant le conflit, et qui en 1911 en fait va poser l'idée que la guerre sur mer en fait c'est une question de guerre des communications, et que l'objectif de la guerre sur mer c'est à la fois d'avoir la maîtrise des communications, mais aussi d'interdire à l'autre
d'avoir cette maîtrise-là. Et donc, en fait, voilà, la guerre sur mer, c'est une question de maîtrise de communication toujours en bascule entre les deux belligérants, sachant que vous pouvez être maître de la mer au sens très large, mais que ponctuellement, sur un espace donné, à un moment donné, vous pouvez, en fait, perdre cette maîtrise de cette décommunication parce que voilà, la situation tactique fait qu'elle ne vous est pas favorable. Le blocus, dans ses soubassements idéologiques et théoriques, à quel moment arrive l'idée que c'est pas seulement le commerce naval de l'adversaire qu'on veut éliminer, mais c'est la capacité militaire, la capacité de mobilisation industrielle, cette idée que finalement le blocus, c'est l'outil pour mettre à genoux économiquement l'adversaire. Alors c'est clair en 14-18 que c'est vraiment dans ce cadre-là qu'on est, mais ça s'est élaboré progressivement. Oui, mais on trouve même la jeunesse quand on voit par exemple le blocus de l'époque moderne, entre guillemets, enfin, le truc classique, entre guillemets, la Royal Navy bloque Brest. En fait, bloquer Brest, c'est effectivement empêcher l'arsenal de la flotte, mais c'est aussi empêcher l'arrivée des matières premières qui vont permettre de construire des bâtiments, c'est empêcher l'entraînement des marins. Et donc déjà, en fait, à certains égards, en fait, commence déjà à cristalliser cette idée-là que voilà, c'est pas qu'une question militaire et qu'en fait, il y a plein ça se diffuse dans plein d'autres domaines, très au-delà de la question, entre guillemets, purement je bloque la flotte adverse parce que ça va me permettre de faire ceci ou cela. À quel moment est-ce que, pour prolonger un peu ma question, est-ce que, au-delà de l'économie, il y a l'idée que on va porter la guerre en quelque sorte sur les civils adverses en bloquant leur ravitaillement, parce que, évidemment, le 14-18, c'est le blocus naval de l'Allemagne par les Alliés, mais c'est aussi la guerre sous-marine faite par l'Allemagne pour étouffer, asphyxier la Grande-Bretagne, y compris au plan alimentaire. Donc là, est-ce qu'on ne franchit pas un cap quand même dans ce que peut faire un blocus, y compris sur les civils adverses ? Si, alors le cap, il se franchit fin 19e, début 20e, parce qu'en fait, c'est les effets de la mondialisation de la période, avec le fait que voilà, que il y a déjà il y a une spécialisation accrue des différentes régions, que un certain nombre des pays, à commencer par les Britanniques, en fait, entre guillemets, sacrifient leur agriculture pour aller très vite à l'industrie. Et donc voilà, cette interdépendance économique-là, et c'est côté britannique, on voit les réflexions vraiment tournant du tout début du XXe siècle, on commence à réfléchir en disant voilà, est-ce que il n'y aurait pas moyen, en frappant l'économie, en bloquant l'adversaire, en fait, de parvenir à un résultat, sachant que ceux qui prônent cette stratégie-là pensent pas que ça va se faire en un coup de cuillère à peau, mais l'idée et c'est pour ça qu'en fait dès le début de la Première Guerre mondiale, en fait dès le déclenchement de la guerre, en fait le début du blocus, alors même s'il n'est pas proclamé Urbi et Orbi comme ça, mais en fait dès le 5 ou 6 août, en fait on a déjà des formes de blocus qui se mettent en place parce que on publie les listes de contrebande, etc., et donc on commence à patrouiller, on commence à raisonner en mer, donc en fait ça a déjà été pensé, ça a déjà été préparé auparavant, et les plans de guerre, alors on espérait, entre guillemets, enfin, les marins espéraient, une bonne partie d'entre eux espéraient cet affrontement décisif, mais en fait c'est déjà prêt, et c'est pour ça que ça se met en place si vite en fait. Oui, mais avec un effet qui est comme toujours extrêmement différé, parce que rappelons que c'est le grand point commun de la guerre économique toujours, c'est que ça ne marche jamais comme un truc miraculeux, ça prend toujours, en l'occurrence pour l'Allemagne, ça prend 3 ou 4 ans avant qu'il soit vraiment étouffé, la fourniture de fer, etc., etc., etc. Alors justement, on peut peut-être rentrer maintenant un peu plus dans le détail de comment ça marche à cette époque-là, et on voit en vous lisant, donc vous avez travaillé sur le blocus du canal d'Otrante, donc de la mer Adriatique pendant le début de la Première Guerre mondiale, on voit que ça marche mal. C'est-à-dire, on voit qu'au début, d'ailleurs, c'est très intéressant parce que vous retracez que les Français ne comprennent pas très bien pourquoi ils n'ont rien à faire en Méditerranée, puisqu'ils pensaient se cogner l'Italie, et en fait les Italiens sont neutres, donc ils sont la grande déception de la marine française. Oui. Ils étaient certains de piler les Italiens, et il n'y a personne en face, donc ils décident d'essayer de piler les Austro-Hongrois, en tout cas de les bloquer en Adriatique, et c'est là qu'on voit que on peut penser qu'avec les vapeurs, les cuirassés, la vitesse des bateaux et tout, on pourrait faire un blocus plus ou moins étanche. Et le canal d'Otrante, c'est pas bien large. Hein. Oui, c'est pas. Oui. Mais en fait, non. Non, alors ce qui est rigolo, c'est que Otrante, tactiquement parlant, en fait, ça ressemble beaucoup à bloquer Brest pour la Royal Navy. C'est qu'en fait, on a des forces légères à proximité, les grandes unités en retrait. En revanche, ce qui est important aussi, c'est que le fait... Ce que ça, juste, la Royal Navy a fait pendant tout le XVIIIe siècle, emmerder les Français à la sortie de Brest, c'est vraiment le grand point commun de l'histoire navale du XVIIIe siècle. Ouais, mais avec la différence fondamentale, c'est que du temps de la marine à voile, un coup de vent d'est et le blocus est fini. Les navires sont rejetés au large et en gros, on peut sortir. Alors que là, en théorie, en 14-18,
on est quand même un peu libéré de cette contrainte. Mais justement, ce que comme vous montrez... savez, les vents dominants ne sont pas d'Est autour de la Bretagne. Ça a un peu emmerdé toute la France. C'est pour ça que les marins français ont beaucoup attendu le moment favorable pour sortir de Brest. Voilà, c'est pas qu'ils voulaient pas, c'est que parfois c'était pas possible. Mais du coup, on pourrait dire que cette contrainte est levée. Sauf que vous montrez dans votre papier que... En fait, il y a plein d'autres contraintes qui arrivent. Oui, c'est ça. En fait, bloquer, c'est ça qui est fascinant. C'est que c'est facile à proclamer un blocus, c'est très dur à réaliser. Oui, c'est très très compliqué parce qu'en fait, pour le coup, pour la Première Guerre mondiale, la question c'est la ravitaillement en charbon. C'est-à-dire qu'en fait, les bâtiments ont une consommation phénoménale. Et comment est-ce qu'on ravitaille, comment est-ce qu'on assure la logistique de bâtiments qui ne sont pas faits pour ça, et donc voilà. Et en fait, donc, on se repose d'autres problèmes. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, il n'y a plus de problème de vent. Alors même si en aéronautique, il peut y avoir du vent et donc ça peut être compliqué, les conditions de navigation ne sont pas non plus idéales. Mais voilà, on a cette problématique logistique qui revient, cette problématique d'approvisionnement, parce que voilà, pour amener, il faut avoir du charbon à proximité. Enfin, il y a tout un train logistique dont la marine française est dépourvue complètement à la veille de la Première Guerre mondiale. Et donc voilà, la question de l'approvisionnement, en fait, remet en quelque sorte des chaînes au pied des bâtiments qu'ils n'avaient pas au moment de la marine à voile, quoi. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment à chaque fois un paradigme de très grande puissance navale qui essaye d'imposer sa volonté à la petite puissance. Si on revient un tout petit peu en arrière, mais c'est la grande histoire quand même du 19e siècle, de différentes puissances occidentales qui essayent de bloquer à certains moments l'Empire ottoman, etc., qui décident de, en quelque sorte, mettre dans la balance leur grande puissance navale pour forcer un petit à céder. Et là, au moment de la Première Guerre mondiale, on voit que ça marche plus. On voit que ça coince parce qu'il y a d'autres choses qui sont arrivées, les sous-marins, les mines. Et du coup, paradoxalement, alors qu'on aurait pu penser que la technique... Enfin, comme toujours, la technique est un peu ambiguë, le progrès technique est un peu ambigu. On aurait pu penser que le progrès technique permettrait à la grande puissance de démultiplier ses moyens. En fait, on s'aperçoit que c'est essentiellement des râteaux sur son passage, quoi. Ouais, parce qu'en fait, la puissance faible, entre guillemets, bénéficie aussi du progrès technique. Et grosso modo, entre la torpille, les mines et le sous-marin, clairement, en fait, vous posez des problèmes aux bloqueurs parce que bloquer, c'est être stationnaire, en tout cas être quasiment fixe. Et donc, c'est le sous-marin. Être prévisible. Voilà, donc être prévisible, donc être visible. Et donc, de fait, vous mettez vos bâtiments en danger. Et donc, voilà, c'est pour ça que ce progrès technique joue effectivement des deux côtés. Et la puissance faible, en quelque sorte, va aussi beaucoup bénéficier de ces progrès techniques et de ces techniques de contre-blocus, en fait. Et c'est très amusant parce qu'on voit que ça n'est pas dimension. Enfin, ça fait évidemment un parallèle avec aujourd'hui, mais on ne dimensionne pas une marine pareille pour faire un blocus et pour faire une bataille décisive. Et vous racontez ça au moment du blocus. C'est-à-dire, si on a les gros cuirassés français, qu'on serait très content d'avoir s'il fallait piller l'Italie, mais ça fait essentiellement des très grosses cibles pour une sorte de guérilla navale en face, quoi. C'est ça. En fait, il faut avoir pour bloquer, il faut des bâtiments très légers parce qu'effectivement, les cuirassés ou les unités précieuses, en fait, on n'a pas la capacité à les perdre. En fait, on peut pas les perdre. Or, bloquer une zone, une région, c'est de fait s'exposer. Et donc voilà, mettre une unité précieuse à proximité. D'ailleurs, ça se passe pendant la Première Guerre mondiale. Et on voit le blocus reculer au fur et à mesure en fait, des torpillages. Il y a le Jean Bart, qui est le navire amiral de la flotte française qui se fait torpiller, qui arrive à regagner Malte. Mais en fait, en décembre 14, et tout de suite, on voit que la ligne de blocus recule et qu'en fait, on passe d'un blocus du canal de Trente à un blocus qui se passe en plein milieu de la mer Ionienne. Parce qu'en fait, on veut... entre guillemets, sauvegarder les grandes unités, les mettre le plus loin possible. Mais on en a besoin aussi parce que si la flotte australoise sort, c'est ces grandes unités qui vont devoir intervenir. Alors c'est fascinant, on peut prolonger un petit peu cette idée de l'attrition du bloqueur en fait, parce que dès l'époque de la marine à voile, je pense en particulier aux guerres napoléoniennes, c'est très frappant de voir que être stationné pour un blocus de Brest, mettons, c'est extraordinairement pénible et difficile parce qu'on est en mer tout le temps. Il faut que le blocus soit maintenu, donc ça veut dire que ça use énormément les navires, les équipages, que la question du ravitaillement se pose, mais c'est pas en charbon à l'époque, c'est en eau, c'est en vivres, donc il faut mettre en place toute une chaîne logistique. Et puis, effectivement, il faut être en capacité de mettre en mer en permanence autant de navires qui n'ont pas forcément été conçus pour ça. Voilà, et en plus, pour l'époque moderne, il y a une autre problématique aussi, c'est le scorbut. C'est qu'en fait, si vous voulez tenir votre blocus, vous devez être en mer, et donc de fait, vous exposez vos équipages au scorbut. Donc en fait, c'est effectivement les bâtiments de combat ne sont pas faits, parce que les grandes unités ne sont clairement pas faites pour pouvoir bloquer. Et donc on a rarement en fait les flottes qui ont été, parce que c'est effectivement quand on se lance dans des grands programmes navals, on va plutôt en général, quand on regarde, c'est plutôt les grandes unités qui sont favorisées. Et donc de fait, au moment où on se retrouve à bloquer, on n'a pas les forces adaptées à ce type de mission. Ou par exemple, c'est la même chose sur la guerre des mines. On n'a jamais suffisamment de bâtiments pour faire de la guerre des mines, parce que c'est pas les bâtiments auxquels on pense en premier quand on se lance dans un grand programme naval. Peut-être qu'il y a un bloqueur
blocus sur lequel on peut dire un mot, parce qu'on a déjà beaucoup parlé de 14-18, mais il y a une étape intermédiaire qui est intéressante entre, on va dire, la phase napoléonienne et puis la Grande Guerre. C'est le blocus de la Confédération par l'Union lors de la guerre civile des États-Unis, parce que assez clairement, lorsque le Nord et le Sud s'opposent et que le Sud esclavagiste fait le choix de la guerre, pour l'Union, qui n'a pas vraiment d'armée, il faut du temps pour mettre une armée sur pied, une des options qui se présentent assez vite, d'ailleurs, c'est symbolisé, si vous avez l'occasion de googler le plan Anaconda, il y a des belles images d'époque qui montrent comment un serpent va étouffer le Sud. Une des options, c'est de se dire, le Sud dépend du coton, or le coton, il l'exporte, donc comment on va abattre le Sud ? On va empêcher le Sud d'acheminer son coton brut vers les fabriques de Manchester, en gros. Oui, alors le problème de l'Anaconda, en l'occurrence, c'est qu'il a une très très grande surface de côte à couvrir et très très peu d'unités. Au départ, en tout cas. Et donc la flotte, le grand problème de la flotte de l'Union, c'est ça, c'est comment résoudre cette contradiction entre peu d'unités et une grande distance. Et donc l'Union en fait va recourir massivement au blocus de croisière. C'est en fait l'idée, on va mettre des forces qui vont en fait briquer la mer en quelque sorte pour justement être prêtes à intervenir et intercepté. Mais quand on regarde, par exemple, les statistiques, c'est à Charleston, le blocus de Charleston en 61, 70, 61, 62, je crois que c'est 80% des tentatives de forcement du blocus sont couronnées de succès. Donc en fait, voilà, l'efficacité est quand même toute relative. Mais c'est vrai que ça fait de toute façon, le blocus, c'est un acte politique. Enfin, c'est aussi, voilà, c'est une façon de montrer qu'on fait quelque chose. Il y a plein d'enjeux après de propagande, dans un sens ou dans l'autre, parce que voilà, on peut se présenter comme victime du blocus ou au contraire, voilà, c'est comme ça qu'on va y arriver. Oui, et ça c'est très important parce que ça permet de faire pression aussi sur des opinions hors du cas des belligérants. Dans le cas de la guerre civile des États-Unis, le gouvernement légitime qui fait face à des rebelles peut dire très clairement, si vous achetez du coton aux rebelles du Sud, ça veut dire que vous rompez les relations diplomatiques avec nous. Voilà, que faites-vous si vous participez à ça, vous ne respectez pas notre blocus, mais ça veut dire aussi vous faites un acte hostile en achetant ce coton. Oui, alors pour le coup, les puissances européennes vont répondre au gouvernement du Nord, mais la manière dont vous faites votre blocus est illégale, et donc on peut quand même, parce que justement votre blocus n'est pas tout à fait légal, parce que voilà, vous appliquez la doctrine voyage continu qui fait que vous prenez seulement la destination finale du bâtiment pour pouvoir arguer du fait que vous avez le droit de l'intercepter. Et donc voilà, il y a tout un jeu là-dessus de propagande autour du blocus. De toute façon, c'est vraiment c'est un acte politique aussi, le blocus. Enfin, ça a des effets politiques très importants, en plus des effets sur les populations et sur les sociétés. Et ça, c'est un truc qui est très intéressant dans cette question du blocus, et on a l'impression d'une importance démesurée des juristes. J'ai rien contre les juristes, hein, mais c'est vraiment, on a l'impression que c'est quasiment les acteurs principaux de cette question-là, qui sont partout avec des théories du droit qui sont concurrentes, etc., etc. Et enfin, on a presque l'impression d'une surproduction de textes et de théories juridiques sur le truc, comparé à une efficacité, disons, sur le terrain, purement naval, qui est à tout le moins inégale ou incertaine, puisque en fait il y a ceux qu'on chope et il y a tous ceux qu'on chope pas, et on n'a jamais pensé que l'on faisait un blocus parfaitement étanche, ni de la Confédération, ni de quoi que ce soit. Oui, encore moins le blocus continental napoléonien, parce que les lignes de côte européennes, les bloquer, bon courage. Voilà, donc il y a une sorte de truc de, voilà, il y a la théorie et puis il y a la pratique, quoi. Je crois pour le coup, c'est le droit maritime en général qui a beaucoup de comme ça, mais pour le coup du blocus, ce qui est rigolo, c'est qu'à Londres, lors de la déclaration, des négociations qui vont aboutir à la déclaration de Londres de 1909, en fait, dans la délégation française, il y a un officier de marine. Et qui est complètement effacé quand on regarde les archives au Quai d'Orsay de la Convention, enfin de toute la... En fait, il prend quasiment jamais la parole, même sur les questions techniques, c'est-à-dire que justement il s'engueule sur qu'est-ce que c'est qu'un blocus effectif. Question, parce que c'est bien de dire que pour qu'un blocus soit tenu, il faut qu'il soit effectif. Une fois qu'on a dit ça, en fait, on a dit beaucoup de choses et pas grand-chose en même temps. Et donc pour le coup, c'est toute la délégation de juristes du ministère des Affaires étrangères qui va justement, avec ses homologues des autres pays, définir ce qu'est ce blocus effectif, alors que il y a des officiers de marine qui interviennent très très peu dans les discussions. C'est assez intéressant de voir ça. Ouais. Est-ce que ça veut dire que dans les hauts échelons de la marine française, dont vous avez en partie étudié les archives, c'est une question qui ne passionne pas? Moi, je serais tenté de dire, les stratèges navals français, ils ont plus envie de faire des grandes croisières ou de grandes opérations que la routine, quoi. La routine de faire les allers-retours devant un canal, devant un port, dans un bras de mer. Voilà. Est-ce que c'est souhaité par les stratèges? Alors, c'est clairement pas la guerre à laquelle ils se sont préparés. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on va voir ça sur toute la hiérarchie. C'est-à-dire qu'en fait, le passage de cette guerre rêvée, en quelque sorte, de cet affrontement décisif, etc., à la guerre qui va être vraiment menée, c'est une énorme déception. Et quand on regarde notamment dans les archives privées, en fait, toute l'année, la fin de l'année 14 début 15, en fait, ce qui domine, c'est la honte. En fait,
voilà, c'est pas la guerre, on se bat sur le front, enfin Paris est menacé alors que nous, voilà, on brique la mer mais il se passe rien. Et donc ce qui est rigolo aussi pour le coup, c'est qu'en fait on va voir aussi des recompositions des normes d'honneur. C'est-à-dire qu'en fait ce qui va devenir honorable au cours de la Première Guerre mondiale, justement, c'est l'abnégation, le sacrifice de soi dans les tâches obscures dont personne ne parle. En plus, ça permet de faire un parallèle avec les tranchées en plus. On tient bon, voilà, ouais. On a la ténacité, etc. Mais on se dit que les types, les capitaines, quand ils recevaient leur affectation, si on leur disait vous allez à Papeete pour protéger les intérêts français dans le Pacifique, ils étaient plus contents que si on leur disait blocus, quoi. Oui, alors sachant qu'il y a quand même un petit élément, c'est que bloquer, ça implique d'avoir beaucoup de bateaux, donc beaucoup de commandements. Donc ça peut aussi avoir une autre, ça peut aussi être utile pour ça. Mais clairement, oui, c'est pas du tout la manière dont les officiers, notamment les officiers pour le coup, parce que c'est plus simple d'étudier la population d'officiers de marine, avaient envisagé la guerre, et c'est pas du tout la manière dans laquelle ils ont été en quelque sorte élevés. Et donc c'est une vraie, il y a vraiment quelque chose qui se joue en 14-15 justement sur la question de le passage de la guerre rêvée à la guerre réelle, quoi. Mais ça c'est vrai pour les Français, c'est vrai aussi pour les Britanniques, ou est-ce qu'eux ils sont plus prêts peut-être culturellement à ce genre de... Enfin, ils ont plus d'habitude de maîtriser la mer que les Français de manière tout à fait évidente. Ils ont une pratique du blocus qui n'est pas la même, parce que pour le coup, côté français, on est plutôt le bloqué que le bloqueur. Côté britannique, on est de tradition, enfin en tout cas depuis plusieurs siècles, la puissance maritime, donc la puissance bloquante. Donc voilà, il y a une expérience du blocus, il y a un usage du blocus. Et il y a aussi, quand on regarde, il y a eu pas mal de débats stratégiques. Alors en fait, il y a vraiment eu beaucoup, dans les 10 ou 15 années qui précèdent la Première Guerre mondiale, en fait, les Britanniques vont changer à plusieurs reprises de plan, blocus rapproché, blocus à distance, etc. etc. Donc en fait, l'objet a été pensé avant. C'est pas une surprise, on sait qu'il va se passer, alors on ne sait pas forcément les modalités, mais on sait que ça fait partie, entre guillemets, du package guerre, qu'il y aura ces opérations-là, avec ce que ça implique pour pouvoir les faire. Comment on franchit un blocus quand on est bloqué ? Est-ce qu'il y a des tactiques particulières ? Est-ce qu'on déguise l'apparence d'un navire ? Est-ce qu'il y a mieux des petits navires qui ont plus de chances de passer inaperçus ou une grosse sortie en force ? Enfin, voilà, est-ce qu'il y a une réflexion sur ça ? Alors, ce qui passe le plus souvent, c'est les neutres. Donc en fait, toute la réflexion, notamment du côté du bloqueur et du bloqué, ça va être la question de comment est-ce qu'on arrive à faire passer ces cargaisons sur des bâtiments neutres et pour leur assurer ensuite l'échéance. Parce qu'en fait, quand on regarde, si on reprend l'exemple de la Première Guerre mondiale, en fait, il y a peu d'interceptions de bâtiments allemands en mer, puisqu'en fait les bâtiments allemands se réfugient au port. C'est beaucoup trop dangereux de tenter de naviguer. Et donc, en fait, très vite, la question, ça devient la question du trafic des neutres. Alors, le blocus de 14-18, il y a une autre dimension, on a parlé plus de la Méditerranée parce que c'est vrai que votre article est passionnant sur le sujet, mais dans la mémoire, et en particulier en Allemagne, celui qui compte, c'est le blocus de la mer du Nord, en gros, et de la Baltique, mais surtout de la mer du Nord. Et du coup, la question du ravitaillement, dans les controverses d'après-guerre, c'est devenu un énorme thème, notamment de la propagande allemande puis de la propagande nazie, pour dire les Alliés ont affamé l'Allemagne, c'est le blocus qui est le responsable de la mort de centaines de milliers de civils. Les choses sont en fait plus complexes, mais ça veut dire que le blocus qui était quelque chose de technique, la plupart des gens au XVIIIe siècle, XIXe siècle qui n'étaient pas militaires, blocus, c'était pas forcément quelque chose de familier. Ça devient un thème central du débat public, en particulier en Allemagne. Oui, c'est vraiment un objet de propagande, ce fameux chiffre de 800 000 morts liés au blocus de la faim. Enfin, on parle de blocus de la faim d'ailleurs du côté allemand, qui est effectivement largement instrumentalisé. En fait, ça montre le fait qu'on passe sur une guerre industrielle. En fait, c'est la preuve de l'interconnexion du commerce mondial. C'est ça la grande différence, c'est qu'en fait, les populations civiles, les populations ouvrières sont dépendantes de ravitaillement qui est notre mer. On est on est beaucoup plus interconnectés. Donc, mettre un terme à ces connexions, bloquer ces connexions, de fait, ça a des impacts énormes en fait, sur l'ensemble des sociétés et sur l'arrière. Et donc, en fait, on bloque certes le port, mais les effets... Les vrais effets en quelque sorte se font sentir en fait sur le front intérieur où c'est là que va se jouer en quelque sorte la destinée du blocus. Voilà, sachant qu'il y a des débats très importants encore aujourd'hui parmi les historiens pour savoir comment estimer les effets du blocus sur les populations civiles. Je pense notamment aux travaux d'Alan Kramer pour ceux que ça intéresse, parce que il est sans doute faux de dire comme la propagande allemande de l'entre-deux-guerres que 800 000 morts ont été à cause du blocus, parce que de fait c'est aussi la mauvaise gestion du ravitaillement par l'armée allemande, etc. Mais il serait tout aussi faux de dire qu'il n'y a pas eu de victimes, que ça a eu des effets très importants sur les populations civiles dans le cadre finalement de ces politiques de guerre, tout comme les Allemands eux-mêmes torpillaient des navires de ravitaillement. Donc on a quand même cette montée aux extrêmes. Le blocus, c'est un des aspects de la montée aux extrêmes de la violence de l'époque. Le blocus, c'est l'une des marques de la totalisation de la Première Guerre mondiale. C'est vraiment, c'est un des éléments qui permet de voir effectivement que la Première Guerre mondiale est en train de devenir une guerre totale, parce que on est vraiment dans la totalisation. C'est les populations civiles, il n'y a plus de distinction civile-militaire, plus de distinction front-arrière, et là pour le coup le blocus vraiment met ces problématiques là au cœur de la guerre. On peut signaler que c'est aussi complètement explicite du côté des Anglais qui étaient assez persuadés de faire plier l'Allemagne parce qu'ils avaient plein d'informations par
le rôle des assureurs, notamment déjà la Lloyd's de Londres et tout, qui avait un rôle particulièrement important. Mais en tout cas, les Anglais avaient cette idée qu'ils allaient réussir à mettre l'Allemagne à genoux par ce blocus. Et on peut dire qu'ils ont raison, ils ont tort. Mais enfin, en tout cas, il y a une sorte de consensus des acteurs de l'époque sur l'importance décisive de tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Allemands, quand ils se lancent dans la guerre sous-marine à outrance, ils sont aussi convaincus qu'ils vont réussir à mettre l'Angleterre à genoux. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, les statisticiens allemands ont convaincu l'état-major, ou l'état-major s'est autoconvaincu, mais que voilà, si les Allemands arrivaient, si les sous-marins allemands arrivaient à couler 800 000 tonnes de bâtiments chaque mois pendant 6 mois, en fait, les États-Unis n'auraient pas le temps, enfin, les effets de l'entrée en guerre américaine n'auraient pas le temps de se faire sentir que la situation serait pliée. Et quand on regarde, effectivement, c'est pas passé très très loin au printemps 17. Les Britanniques, ils font pas, clairement, la situation est vraiment très compliquée. Par exemple, truc très bête, mais la Royal Navy ne fait plus sortir ses bâtiments qui sont chauffés au mazout parce qu'il n'y a plus assez de réserves. Donc on revient sur les bâtiments à charbon. Donc il y a vraiment de part et d'autre la conviction que oui, c'est le fond étant bloqué. En fait, je pense qu'il y a aussi une question pour les acteurs de se projeter vers un espèce qui va permettre de débloquer la situation. Et donc voilà, le blocus, l'arme économique donne en quelque sorte cet espoir-là de débloquer une situation qui est bloquée sur le terrain. On retrouve le blocus d'une manière plus complexe durant la Seconde Guerre mondiale, notamment parce que la France est dans une situation particulière. C'est un pays qui est sorti de la guerre par l'armistice, sorti techniquement pas totalement, puisque l'armistice c'est pas la paix, mais voilà, l'armistice crée une situation nouvelle dans laquelle la France n'est pas un belligérant contre les Britanniques, mais elle est quand même sous domination allemande, et du coup pour la marine britannique, bloquer la France, c'est à la fois un impératif stratégique, parce qu'on peut, évidemment, il faut empêcher au maximum les navires, U-boats allemands de sortir, etc., et priver l'économie allemande de ce dont elle a besoin. Et en même temps, c'est l'ancien allié, et c'est des civils qu'on espère aider et libérer un jour. Donc là, il y a une ambiguïté assez fondamentale aussi pour le blocus de la Seconde Guerre mondiale. Alors, il y a une ambiguïté, il y a aussi il y a des différences internes aux Britanniques. Par exemple, il y a la déclaration de Churchill, dans un ton très churchillien, en gros, rejoignez De Gaulle ou vous crevez de faim. Voilà, en disant on va bloquer la France. Voilà, on va bloquer la France, et ceux qui ne veulent pas être bloqués, c'est la résistance. Et comme ça, très churchillien, effectivement, pas forcément très réaliste. Et après, il y a la réalité du terrain, c'est qu'en fait, ce blocus, qui est pour le coup proclamé, les Britanniques proclament le blocus en juillet, à la fin du mois de juillet 1940. En fait, déjà, la marine britannique est quand même très très réticente pour le tenir, parce qu'en fait, c'est sympa de bloquer la France, mais il y a d'autres priorités à l'été 40 que de bloquer la France. Il y a coulé les bateaux français aussi, bon, pardon. Ça a déjà été fait. Donc. Ouais. Non, mais après, ils vont le faire très bien tout seul aussi. Il y a d'autres problématiques qui entrent en ligne de compte, mais clairement, là, il y a une réticence britannique. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce blocus, il est aussi récupéré par la propagande de Vichy. C'est qu'en fait, la situation alimentaire, économique du pays, elle est mauvaise. Pour Darlan, c'est pas la réquisition allemande qui met la situation, la France situation là, c'est le blocus britannique. Oui, donc voilà, il y a aussi un jeu là-dessus. Alors compliqué en plus par les Américains qui justement essaient de maintenir une espèce de politique un peu entre les deux, et donc vont demander aux Britanniques de pas trop bloquer. Donc voilà, ce blocus-là, pour le coup, il est extrêmement intéressant en fait par les enjeux politiques qui dégagent, et ensuite même sur des questions historiographiques de mémoire, c'est qu'en fait on a voulu voir dans ce blocus en fait la preuve, en tout cas dans cet allègement du blocus à l'automne 40, le fait qu'il y aurait une espèce de double jeu de Vichy, une espèce d'accord de fait entre Londres et Vichy. Or en fait, vu qu'il n'y a pas de blocus, le blocus est quasiment pas tenu. Je crois que c'est moins de 2% des bâtiments qui sont interceptés. Le trafic à Gibraltar passe comme en temps de paix. En fait, il y a seules les lignes, effectivement, l'Empire qui est vraiment, pour le coup, qui subit les conséquences. Mais en fait, voilà, ça a des impacts très, très longs, très, très longtemps après le conflit. Oui, on peut citer la thèse de Bernard Costagnola, et qui est aussi le biographe de Darlan, qui a démonté cette idée que, finalement, Darlan, derrière la façade anglophobe, ça aurait été l'homme d'un accord secret permettant à la France d'être épargnée par le blocus, etc. Bon, ça, c'était une construction imaginaire de l'historiographie. Oui, c'est la thèse du bouclier de l'épée, c'est la lecture aronienne de Vichy, et pour le coup, sur la question du blocus, effectivement, les travaux de Bernard Costagnola torpillent, entre guillemets, définitivement cette thèse-là. Il y a aucun doute. Bien placé. Ouais. Non, justement, puisqu'on en parle, ça pose aussi la question, évidemment, du blocus allemand de l'Atlantique, de la guerre de l'Atlantique, avec cette question un peu indiscernable toujours de est-ce qu'ils ont vraiment failli faire plier l'Angleterre, etc. ou pas. Enfin bon, on peut dire quand même que voilà, on a cette caractéristique qui, cette fois, avec les sous-marins, n'est plus que déclaratoire. C'est aussi un effet de terreur, c'est-à-dire aussi, à partir toujours de frappes qui seront statistiquement relativement négligeables, quand même à l'échelle du commerce transatlantique, réussir à provoquer des effets politiques, essentiellement, avec cette déclaration de blocus, avec cette impression de blocus, quand bien même la réalité des interceptions, elle est quand même très très en deçà
de ce que serait un vrai blocus qui empêcherait, parce que s'il y avait eu un vrai blocus, l'Angleterre aurait plié très rapidement. Oui, c'est les effets politiques, c'est-à-dire qu'en fait, ça joue là-dessus. En plus, pour le coup, avec le sous-marin, il y a en plus tout un imaginaire autour du sous-marin qui se développe. Le fait qu'en plus, pour le coup, alors enfin, avec des modalités différentes, mais il y a aussi le non-respect, normalement, de la raisonnement étant très codifié, on en a parlé tout à l'heure, mais le sous-marin, en fait, peut pas, techniquement parlant. J'ai un sous-marin qui fait surface, c'est dangereux. Il ne va pas pouvoir transporter les membres d'équipage parce qu'il n'a pas de place. Donc en fait, on va le torpiller. Et donc en fait, il y a tout aussi un imaginaire sur les atrocités, en quelque sorte, ou sur les franchissements de seuil de violence en mer, parce que justement, ça fait... On peut préciser que ça, les Allemands ont essayé à une époque, avec une mentalité un peu chevaleresque. Au début, il y a eu un moment où ils ont vraiment voulu arraisonner les navires, et les Britanniques ont assez rapidement compris, et ils ont camouflé des navires marchands, et ils ont mis des types avec des canons derrière. Donc les sous-marins ont assez rapidement compris ce truc-là, qu'en fait, à raisonner, c'était pas une... Et puis la fois où le sous-marin a fait surface pour donner la position où était le navire cible, en fait, l'aéronave britannique a dû le frapper, donc forcément, ça a un peu vacciné les sous-mariniers allemands ensuite du respect du droit de la mer. Oui, enfin, le respect du droit de la mer n'était pas forcément une chose très ancrée non plus chez Dönitz et chez ses subordonnés. Si on quitte la Seconde Guerre mondiale, on a noté une série de blocus qui sont problématiques à penser parce que soit le mot est employé très loin de la chose navale, soit au contraire, la chose navale existe, mais sans le mot. Alors, on pourrait penser par exemple au blocus de Berlin, 1948-49. Alors là, pour le navaliste que vous êtes, on n'est plus tout à fait en terrain familier, mais c'est intéressant que le terme soit employé pour l'encerclement de la zone occidentale de Berlin, et du coup, le pont aérien pour y faire face. Qui pour le coup, joue les rôles de contre-blocus, mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que ça a des effets aussi, c'est qu'après, à Cuba, l'une des raisons qui explique qu'on ne parle pas de blocus à Cuba, alors, il y a des questions de droit international, mais il y a aussi l'idée, c'est que ça évite la comparaison avec le blocus de Berlin. Donc il y a des rejets aussi comme ça derrière. Alors Cuba, justement, peut-être qu'il faut poser un petit peu le décor. On est donc en octobre 1962, les États-Unis découvrent que l'URSS installe des fusées à Cuba. Il y a plusieurs options militaires sur la table. Heureusement pour tout le monde ici, la frappe nucléaire n'a pas été retenue. Et du coup, parmi les options, il y a celle de bloquer les arrivées d'autres navires soviétiques avec d'autres fusées et d'autres forces militaires. Comment ça se passe et pourquoi c'était pas si simple ? Alors, ce qu'il faut bien comprendre aussi, à Cuba, c'est qu'en fait, pour amener les fameux missiles à Cuba, en fait, il y a ces 85 bâtiments qui sont déployés pour permettre l'acheminement. Il y a 50 000 hommes. Enfin bref, c'est vraiment une grosse opération logistique. Et donc voilà, quand le U2 prend en photo et que on s'aperçoit qu'il y a des rampes de missiles à Cuba, il y a plusieurs options la frappe, l'invasion ou le blocus. Le blocus. L'invasion avait déjà été testée avec des succès discutables. Très limités. Ouais, mais il n'y avait pas de soutien aérien, dirait Curtis LeMay. Bon, pardon. Donc, 3 options, et effectivement, le blocus va finir par s'imposer parce que c'est pas sous ce nom-là, mais c'est le seul en fait qui permet d'éviter de commencer à partir dans une escalade potentielle avec les soviétiques, parce qu'on se dit côté américain que les soviétiques ne vont pas tenter de le forcer, ou vont pas tenter. Mais c'est ça qui est fascinant, c'est que ça fait porter la responsabilité du premier coup de feu sur le navire qui voudrait franchir le blocus. Mais du coup, ça pose la question pour ceux qui vont bloquer. Donc, il y a la marine américaine qui va commencer à patrouiller autour de Cuba et à essayer de détourner les navires soviétiques qui s'en rapprochent. Jusqu'où on va pour interdire l'accès ? Alors, les ordres sont clairs côté américain. Alors, ils vont parler de quarantaine pour accompagner pour éviter le mot blocus, parce que le blocus en acte de guerre. Mais les bâtiments américains ont ordre d'arraisonner les bâtiments, alors qu'ils soient soviétiques ou bloc de l'Est, etc., et de les visiter. Alors, c'est ciblé très intelligemment. En fait, il y a tout un jeu de la part du renseignement américain, parce qu'on va d'abord cibler tel type de bâtiment où on sait que potentiellement il y a des choses. On va essayer de cibler aussi, par exemple, le premier bâtiment qu'il va visiter, c'est un bâtiment qui n'est pas un bâtiment soviétique, c'est un bâtiment libanais. Ça permet justement à la fois d'être très, de montrer qu'on le fait, mais sans jamais, c'est pas un bâtiment soviétique. On va pas visiter le navire amiral de la flotte soviétique. Voilà, ça permet d'éviter les problèmes tout de suite comme ça. Et ce qui est intéressant pour le coup, c'est qu'en fait, à partir du moment où la quarantaine entre en application, en fait, les bâtiments soviétiques font demi-tour ou se stoppent tout de suite. Et donc en fait, il y a pas d'interception quasiment de bâtiments de commerce, parce qu'en fait, les soviétiques renoncent de fait compte tenu de ce que ça peut enclencher si effectivement il y a un affrontement au monde de franchir la zone de quarantaine, la ligne de quarantaine. On peut préciser que c'est pas passé extrêmement loin, parce que donc il y avait des sous-marins soviétiques quand même pour escorter. Et des navires et des avions états-uniens qui patrouillaient. Oui, mais les navires états-uniens ont balancé des charges contre les sous-marins soviétiques
des charges d'entraînement, certes. Sauf que quand on est sous-marin, on ne sait pas que c'est une charge d'entraînement. Alors on peut savoir, mais bon, il y a quand même un petit doute. Et les sous-marins soviétiques avaient le droit d'ouvrir, de tirer des des ogives nucléaires, des torpilles dotées d'ogives nucléaires dans ces cas-là. Donc bref, tout ça pour dire que le boycott peut aussi être un peu un jeu de débile qui peut assez facilement déraper parce que structurellement, ça crée des zones de tension et qu'il y a des zones de tension. Spécialement à une époque où les principales puissances ont des armes nucléaires, en fait, c'est pas une bonne idée, quoi. Ah oui, effectivement, en fait, c'est une zone de confrontation. De fait, on est dans des tout petits espaces avec des forces, voilà. Chacun imaginant ce que l'autre pense, n'étant pas certain de ce qu'il y a, parce que par exemple, pour le coup, le sous-marinier soviétique, effectivement, le commandant donne l'ordre de mettre la torpille, est convaincu que la guerre est déclenchée, parce qu'en fait. Et donc, donc c'est pour ça qu'il y a, voilà, c'est ce qui montre en fait toute la dangerosité en fait de ces questions-là, parce que voilà, ça peut déraper très très vite, très très fort. Ouais, on peut citer un livre récent qui fait très bien le point sur cet épisode, c'est Sergei Plokhy, Nuclear Folly, A History of the Cuban Missile Crisis, qui est paru en 2021, qui est un super souvenir de lecture. Est-ce qu'il y a d'autres blocus dans l'histoire contemporaine qui vous frappent comme ayant été des moments où cet outil de guerre navale ou de contrainte navale a été, on va dire, plutôt mieux employé ou en tout cas a eu une certaine efficacité? En fait, il y a toute une série de blocus, on va dire, politiques. Alors, qu'on va habiller blocus politique, en fait, c'est la politique de la canonnière, des grandes puissances européennes 19e. Et il y a par exemple même des blocus d'humanité. Il y a le blocus de Zanzibar en 1890-1899 où en fait, sous des motifs humanitaires, lutter contre la traite. Alors, il y a des gros sous-entendus, des grosses idées britanniques de s'emparer définitivement de Zanzibar, etc. Mais c'est proclamé en tout cas au nom d'un devoir d'humanité. Et donc c'est quelque chose dans une espèce de blocus humanitaire qui va être mené, qui va être mis en place devant Zanzibar, à la fois par des forces britanniques, par des forces allemandes et par des forces italiennes. Et deuxième moitié du XXe siècle, puisque si on reprend un peu le fil chronologique, après Cuba. Est-ce que, alors il y a des choses qu'on a appelées blocus. Il y a, par exemple, alors je sais pas si l'expression est un peu ambiguë avec embargo parfois. Donc, mais par exemple, on parle de l'Irak après la guerre du Golfe et il y a le chiffre qui est souvent donné de 1 million de morts, notamment des jeunes enfants, qui, en fait, quand on y regarde de plus près, est très très surévalué. Mais en tout cas, il y a cette idée que l'Irak de Saddam Hussein a été mis sous blocus, sous embargo, et que ça a eu des conséquences, encore une fois, humanitaires dramatiques. Voilà. Est-ce que c'est un exemple qui vous paraît parlant, ou est-ce qu'il y en a d'autres ? Non, mais effectivement, on est là typiquement dans les ambiguïtés, parce que pour le coup, en Irak, c'est un embargo, puisque justement, on est dans le principe d'une sanction économique qui vise à interdire un produit ou une famille de produits, mais qui en fait de fait relève du même type de logique et qui renvoie à ce qu'on a dit tout à l'heure sur effectivement l'enjeu après la Première Guerre mondiale, sur les souffrances causées aux civils par les embargos. Et donc c'est vraiment de type relativement similaire dans ces conflits-là. Oui, sachant que l'Irak est quand même l'un des conflits qui innove entre guillemets dans la conception même du blocus, puisqu'il y a une troisième dimension qui est la dimension aérienne avec ce qu'on appelle les no-fly zones, qui est d'une certaine manière une extension théorique de la pratique du blocus à l'espace aérien, même si c'est pas du tout les mêmes, a priori les mêmes règles juridiques, parce que vraiment le droit de la mer et puis le droit de la guerre et la guerre aérienne sont des choses vraiment distinctes, mais d'un point de vue conceptuel, dire qu'on n'a pas le droit de voler dans tel ou tel espace, c'est pratiquement la même chose que dire qu'on n'a pas le droit de franchir une ligne tenue par une marine qui bloque. Ouais, ce qui est intéressant par exemple sur les no-fly zones, c'est que par exemple quand on va bloquer autour du Kosovo, il y a à la fois des sous-marins nucléaires qui sont devant les bouches de Kotor et à la fois des no-fly zones. Donc ça c'est le conflit des années 2000, fin des années 90-2000. Donc on a les deux dimensions qui vont s'interposer, puisqu'effectivement la troisième dimension arrivant et permettant des choses en matière de transport qui n'étaient pas permis jusqu'à présent, ça implique effectivement de faire prendre l'air au blocus en quelque sorte. Il y a un cas qui est particulièrement problématique, donc je vais le mentionner, mais parce qu'il est assez souvent cité dans les articles, notamment par les jurys, c'est la question de Gaza, et notamment cette question du blocus maritime qui se matérialise régulièrement, mais notamment en 2009-2010, avec les flottilles qui viennent de Turquie, etc., que les Israéliens interceptent, ils ouvrent le feu sur certains navires, il y a des morts, etc. C'est pour ça que c'est intéressant, parce que c'est vraiment un truc que les judaïstes adorent, parce qu'ils se posent la question, est-ce que c'est un blocus, si ça n'est pas un État, si l'autorité palestinienne n'est pas un vrai État, ça ne peut pas être un vrai blocus. Ce qui rate un peu, je pense, l'essentiel du propos dans cette affaire-là. Mais en tout cas, voilà, on peut dire c'est un cas d'espèce où en tout cas les jurés s'attachent à saisir ce truc-là comme un cas de blocus naval contemporain qui ressemble à peu près, alors sur des micro-échelles, mais qui ressemble à peu près à ce qu'on entend par le blocus naval, disons... classique, entre guillemets, oui. Ouais. Oui, en fait, on revient effectivement au fait que le blocus est à la fois un objet de droit international et à la fois une espèce de pratique militaire. Et donc là, pour le coup, effectivement, on est sur
pour les flottilles, effectivement, c'est de fait, en fait, on empêche d'accéder à une zone, donc comme on revient sur la définition, c'est empêcher les flux entrants et sortants, donc on est dans cette définition-là, sauf qu'effectivement, en termes de droit international, voilà, ça colle pas, ou en tout cas, il y a des débats. Et c'est je précisais, c'est des débats sans fin dans les articles de jury, c'est des trucs avec les débats, avec les blocus resserrés, semi-distants, distants, et à la fin, on s'aperçoit que blocus distant, c'est juste quelqu'un qui a une marine et qui est en opposition avec quelqu'un d'autre, donc le terme blocus peut être vidé de sa substance. Voilà, c'est des nomenclatures assez précises qui ont évidemment beaucoup de sens et beaucoup d'utilité en droit international. Mais qu'une fois en mer, sont beaucoup plus... Voilà, ce qui est une grande caractéristique par ailleurs du fait maritime et du fait naval, que ce qui se passe en mer se passe en mer, et les caractérisations juridiques sont souvent des choses qu'on appose une fois qu'on rentre à terre et que les terriens essayent d'apposer sur des choses maritimes. Je pose ça pour tous les gens qui croient encore à la piraterie, à la course, etc. Parce que fondamentalement, le fait naval est un fait de violence, est un fait de choses qui sont obscures, pas claires, et du plus fort qui gagne en mer. Et ensuite, savoir comment on qualifie ça, comment on l'enrobe juridiquement, comment on le précise. Et c'est vraiment des constructions juridiques toujours a posteriori à ce qui se passe en mer. Bref, c'est une parenthèse. Alors tous ces juristes sont, à l'heure où on parle, en train de frénétiquement essayer de modifier et de mettre à jour leurs articles et leurs propos pour essayer de comprendre et de caractériser ce qui se passe dans le Golfe Persique aujourd'hui, puisque je crois que c'est une première, c'est le blocus d'un blocus en quelque sorte. En première approche, comment vous voyez ce qui se passe ? C'est le même Spider-Man du blocus. Voilà. Le blocus qui se pointe mutuellement, sachant que pour ajouter encore à la complexité ou à l'absurdité de la situation, on dit qu'on fait un blocus, mais théoriquement ça voudrait dire qu'on fait une guerre. Or, une partie des dirigeants des États-Unis actuels font tout pour pas dire qu'on est en guerre, ou en tout cas que la guerre s'est arrêtée, parce qu'ils ont un délai de 60 jours pour déclarer la guerre ou pas devant le Congrès. Et du coup, donc le terme même de blocus, il est à la fois employé, mais pas complètement assumé. Donc on parle de Operation Freedom, etc. Il y a une grande indétermination quand même dans ce qui est en train de se produire. Ouais, en revanche, par contre, les effets sont très perceptibles, puisqu'en fait, la navigation, alors elle n'est pas arrêtée complètement, mais c'est comme une mesure avec ce qui se produisait jusqu'à présent. Et à nouveau, avec la même chose, c'est qu'en fait, en quelque sorte, qui est victime de ce blocus contre blocus, ou blocus, les neutres, les grandes compagnies maritimes, qui ne franchissent plus, ou qui franchissent avec des subterfuges en changeant de nationalité, en disant que voilà, on a payé. Et avec un élément important aussi, c'est que les Iraniens sont en train de changer en quelque sorte le droit international. En tout cas, c'est-à-dire qu'en fait, normalement, on passe librement dans les détroits internationaux. Et là, en fait, on sait qu'il y a un certain nombre de navires, en fait, on a acquitté un droit de passage, et donc une espèce de droit de péage, tout d'un coup, qui risque potentiellement de donner des idées à d'autres, parce qu'il y a plein d'autres blocs de détroits internationaux qui peuvent bloquer le commerce mondial, pour le coup. Oui, donc ça fait un précédent pour l'application de péages avec crypto pour passer détroit de Malacca, Mozambique, etc., etc. On pourrait imaginer que d'autres États s'inspirent de ça, en tout cas, si la situation n'est pas dénouée d'une autre manière. Ça montre bien qu'en fait, la liberté de la mer, qui était quelque chose qui était considéré comme acquis, en fait, depuis 1945, en fait, depuis le début, on va dire 2010-2020, on voit qu'on est nouveau en balance. En fait, c'est lié, c'est Arnaud Rhin qui en parle dans son ouvrage, où on voit effectivement que la thalassocratie américaine est commençant à être contestée. Mais en fait, plus de thalassocratie, donc la question de la liberté de la mer devient un véritable enjeu. Et pour le coup, on retrouve cette situation-là où ce qui était acquis, le fait qu'on pouvait commercer librement, franchir librement les détroits, ne l'est plus. Et l'exemple d'Ormuz le montre à merveille, quoi. Mais du coup, si je me tourne vers Alexandre qui suit ça de beaucoup plus près que nous, je pense, c'est quoi les moyens du blocus américain ? C'est-à-dire, ils ne sont pas partis pour ça au départ, ils sont partis pour frapper l'Iran. Et maintenant, on transforme ça en blocus. Est-ce que c'est la même chose du point de vue opérationnel ? C'est une bonne question. Après, le fait est qu'aujourd'hui, les moyens navals ont une telle couverture. Bon, là, pour le coup, vous avez des porte-avions, vous pouvez rayonner, vous pouvez bloquer très effectivement le détroit d'Ormuz. Après, le problème, c'est que si deux puissances adversaires font un blocus, à la fin, le résultat est le même. C'est-à-dire le détroit, il est bloqué, les conséquences systémiques sont fonctionnellement les mêmes. Ce qui est intéressant, c'est que les Iraniens le font évidemment à beaucoup moins de frais que les Américains, parce qu'eux, ils sont là et que ça leur coûte pas grand-chose. Et surtout que, encore une fois, mais c'est ce qu'on disait, on n'a pas besoin d'arrêter tous les navires pour faire un blocus. Il suffit de le déclarer, il suffit de faire suffisamment peur pour que les conséquences économico-politique. Vous le proclamez, vous dites que vous allez mouiller des mines et le trafic s'arrête. Oui, parce qu'il y a un truc qu'on est en train de redécouvrir en ce moment, mais qui était une réalité des guerres passées, c'est que les marins marchands ne sont pas des militaires. Ils sont pas payés, ils sont littéralement pas payés pour ça, et pas payés pour risquer leur peau. Ils ne sont pas des militaires et ils n'ont plus le pavillon des États. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'au fin 20e siècle, en fait, vous pouviez
d'une façon ou d'une autre, contraindre vos compagnies maritimes à passer. Là, c'est une compagnie française qui a un bâtiment immatriculé au Panama, etc. etc. Enfin, là, c'est ça aussi qui questionne. Est-ce qu'on ne va pas assister à une espèce de un changement sur la question des pavillons? En fait, l'idée qu'effectivement, un pavillon national, en fait, ça quand même, c'est pratique, mine de rien. Parce que c'était le cas pendant tout le 19e siècle. Enfin, c'est Stéphane Audran qui l'a fait à ce micro pendant une émission sur les minales, qui dit en vrai, il y a eu une époque où on pouvait contraindre les marines marchandes. Ça existait très bien. Et puis après 45, sont venus les paradis, les pavillons de complaisance, etc. Puisque tout est libre et assuré par la thalassocratie américaine qui trouve un intérêt à assurer ce bien commun qu'est la liberté de navigation. Bon, très bien, on peut faire de la course au dumping fiscal et immatriculer à peu près n'importe où. S'il faut s'assurer qu'on ne va pas se prendre un missile venant de la côte iranienne, ça va peut-être être un peu différent et on va peut-être chercher un peu différemment la protection des grandes marines, ce qui serait ce serait pas positif pour le commerce mondial d'une manière générale, mais en tout cas pour la fiscalité des grands États, ce serait peut-être intéressant. Non, mais c'est vrai, parce que il n'y a plus de prise sur très largement là-dessus, quoi. Mais alors, pour rester sur le blocus contre blocus actuel, ce serait quoi les objectifs stratégiques des deux parties, Alexandre? Alors, du côté de l'Iran, on comprend à peu près, parce que depuis le départ, ils ont bloqué le détroit, parce que clairement, c'est une manière de dire, c'est notre manière de peser. C'est la force du faible, c'est la manière de peser sur l'armada qui nous fait face en leur imposant un coût de la guerre et des matières premières de plus en plus élevés. Du côté des États-Unis, proclamer ce blocus, ça sert à quoi? Est-ce que le calcul, c'est que l'Iran n'exportera plus son pétrole et n'aura plus de revenus pour tenir? Comment l'interpréter? Mais comme on le dit souvent, il ne faut pas trop chercher des raisons extrêmement pertinentes et stratégiquement clairvoyantes à l'administration Trump. Mais cela dit, moi, il me semble que c'est un truc qu'il a fait assez bien tout sa carrière, c'est créer du levier là où il n'y en a pas. C'est-à-dire, s'il ne fait rien, l'Iran a tout le levier sur la gestion du détroit d'Ormuz, parce que c'est l'Iran qui contrôle, qui passe et qui passe pas. S'il bloque derrière, ça ne change rien, enfin ou presque rien fondamentalement, si ce n'est que les navires que l'Iran laisse passer ne peuvent plus passer. Donc ça ne change pas grand-chose à l'échelle globale, mais en tout cas ça lui crée un levier, c'est-à-dire il peut dire on se désarme mutuellement, etc. On rouvre ensemble, alors que s'il ne le fait pas, il a pas ce levier. Ça crée aussi des leviers à d'autres, parce qu'on voit par exemple pour le coup de la question de la Chine, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si un bâtiment militaire chinois décidait d'escorter un bâtiment de Costco à Hormuz, est-ce qu'un bâtiment américain tenterait d'intercepter le bâtiment chinois? Pour le coup, ça ouvre des abîmes de réflexion sur ce qui pourrait se passer. Et on voit même, les bâtiments chinois passent, a priori, plus ou moins, en tout cas mieux que les autres. Et donc, c'est sur la question, effectivement, de la thalassocratie, ou cette balance de la thalassocratie, là, pour le coup, il y a vraiment quelque chose qui, sans doute, pour le coup, qui joue là, quoi, sur cette question de... Mais on peut dire, il reste ce grand commun qu'il y a un décalage infini entre ce qui se passe en mer et ce qu'on en fait. C'est-à-dire, il y a des navires qui passent, sans doute. Il y a des navires qui essayent de passer, sans doute. Mais ça change rien. C'est-à-dire, c'est pas déjà parce qu'à l'échelle du commerce mondial, c'est pas signifiant, mais surtout, c'est fondamentalement une construction politique à partir des fictions juridiques et des récits, des narrations fondamentalement qui s'enchâssent dans des actions militaires qui sont, à vrai dire, assez isolé. Je ne sais pas sur combien de navires les Iraniens ont tiré, mais je dirais que ça ne doit pas dépasser les 10. Je ne sais pas combien de navires les Américains ont arraisonné, je dirais que ça ne doit pas dépasser les 10 aussi. Je ne sais pas, il y a des milliers maintenant de navires qui sont bloqués à Hormuz, c'est que dalle. Je pense qu'il y a des dizaines qui sont passés à un moment. Donc ça n'est pas grand-chose, si ce n'est que c'est une construction, c'est une projection politique sur un fait naval qui n'est pas exactement celui-là, quoi. Et puis on voit les effets que ça... Enfin, c'est ça, l'effet démultiplicateur entre la déclaration et l'effet concret ensuite sur l'ensemble du commerce mondial et sur l'ensemble de la société. Enfin, on le voit tous. Alors, pour l'instant, à petite échelle sur les questions du prix de l'essence, mais ça peut avoir potentiellement effectivement des conséquences assez importantes, quoi. Et on voit aussi que malgré toutes ces constructions juridiques, il n'y a aucune instance qui, pour l'instant, est capable de réguler ce blocus contre blocus, ou en tout cas qui le met dans une arène juridique pour dire, examinons ce que font les Iraniens, examinons ce que font les États-Unis, qu'est-ce qui est un acte de guerre ou pas. Les amis juristes avait imaginé, à Londres, en fait, on avait imaginé créer un tribunal international des prises qui justement serait chargé de déterminer si c'était bonnes ou mauvaises prises. Et c'est pour ça d'ailleurs que les Britanniques notamment n'ont pas voulu ratifier la convention après, parce qu'en fait c'était plus la justice britannique qui décidait si on respectait ou pas le. Mais c'est un peu ça le problème au demeurant, c'est que le problème c'est que si c'est pour ça que
les gens respectent le droit international, c'est que si on arrête de le respecter, en fait, tout le monde arrête de le respecter. Et c'est ça un peu l'angle mort, c'est que, enfin, je veux dire, c'est tout à fait réprouvable ce que fait l'Iran en bloquant le détroit d'Ormuz. C'est un peu compliqué quand il y a avant une agression militaire sans résolution de l'ONU, sans autorité juridique. C'est-à-dire on a beaucoup érodé le droit international. Donc c'est quand même très très difficile derrière à la fois de condamner nominalement, mais aussi de construire une coalition en disant « Ah, c'est scandaleux ce que fait militairement l'Iran du point de vue du droit international », parce que qui a commencé, c'est un argument un peu difficile en l'occurrence, quoi. C'est pas le Premier ministre canadien qui disait que le droit international c'est une fiction qui est très rassurante pour tout le monde parce que justement, ça permet de... Mais dans son discours, Carney justement avait dit que cette fiction marchait tant qu'elle était adossée à un hégémone bienveillant en quelque sorte, avec des guillemets à bienveillant, mais en tout cas un hégémone décidé à faire appliquer la liberté des mers, et à partir du moment où l'hégémone ne l'est plus, on est dans la situation actuelle. Je sais pas, moi, la manière dont je le vois, c'est ça qui est bien dans le droit. Enfin, le droit fournit une régularité, un cadre rassurant, une prévisibilité, un certain nombre de choses. Le problème, c'est que quand on commence à tailler dedans, quand on commence à tester, quand on commence même explicitement à dire qu'on s'en fout, comme l'a fait l'administration Trump, et après, il n'y a plus que la force. Et la force, c'est désordonné. Voilà. Et par ailleurs, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que tout le système économique mondial s'est construit sur l'ordre, et sur cet ordre juridique, et que, je veux dire, c'est les primes des assureurs, je veux dire, c'est pas proportionné à ce qui est vraiment le danger, etc. Oui, c'est simplement que c'était un système qui s'est construit dans un ordre très stable, et que quand cet ordre-là n'est plus très stable, tout le monde se débat un peu et essaye de retrouver une rationalité économique, financière, etc. Qui va être difficile à retrouver très rapidement, parce que voilà, quand on érode les biens communs, après ça met beaucoup de temps à les reconstruire, quoi. Alors justement, dans votre période d'attente, avant que les biens communs soient reconstruits, je vous conseille de lire un livre de C.S. Forester, Hornblower and the Hotspur, traduit en français sous le titre Seul maître à bord. C'est l'une des aventures du capitaine Hornblower, où il est de corvée de blocus devant Brest, et c'est un très joli roman naval qui raconte vraiment très très bien la routine du blocus, et puis voilà, quand il y a un gros coup de vent, pourquoi le blocus est plus compliqué. Voilà, petit conseil de lecture pour terminer. Merci beaucoup, Thomas Vessey. Donc on va rappeler, on mettra les références notamment de votre excellent article sur le blocus du canal d'Otrante pendant la Première Guerre mondiale. Je mettrai aussi évidemment des références d'articles de juristes pour ceux que ça intéresse. Tous tes amis juristes. Tous mes camarades juristes. C'était donc Le Fil de l'Épée, un podcast produit par André Loz et Alexandre Dublin, distribué par Binge Audio. Comme d'habitude, remarques et commentaires, c'est par mail sur YouTube, Spotify ou Apple Podcasts. Merci à toutes et tous, à la prochaine fois.